Nous recevons donc ce soir l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un cessez-le-feu ce soir, au moment où on se parle, monsieur l'ambassadeur, entre Israël, votre pays, et l'Iran? Il semblerait que oui, il semblerait effectivement que oui. Ce matin, l'Iran a tiré contre Israël, contre le territoire israélien, après le cessez-le-feu, 3 missiles, et nous avons répondu en attaquant un radar sans qu'il y ait des blessés. Mais à part cela, si l'Iran maintiendra le cessez-le-feu, de notre côté, bien sûr, nous continuons. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, dit: nous nous sommes retenus après une discussion téléphonique avec Donald Trump. Ça, vous confirmez? D'ailleurs, que l'armée israélienne avait envie de continuer à riposter. Elle le fait pour Donald Trump, qui a aidé Israël dans ce conflit? L'annonce officielle était que des avions qui étaient déjà au-dessus de l'Iran sont retournés et qu'il y a seulement un radar qui a été attaqué. Le fait que le président américain ait fait cette demande est tout à fait normal que nous bien sûr, nous l'acceptons après justement ce qu'il a fait pour aider Israël dans cette guerre. Alors, on entendait un citoyen iranien tout à l'heure dans le reportage qui disait: ce sont les civils des deux côtés qui payent le prix le plus lourd dans ce conflit. 610 morts côté iranien, 4700 blessés selon les autorités iraniennes. Selon les autorités israéliennes, est-ce que vous pouvez nous donner un bilan humain? Combien de civils ont été tués par les salves de missiles lancées par l'Iran? Le nombre que je connais, pour l'instant, on parle de 28 morts. Et des centaines de blessés. Dont les 4 de Beersheva. Dans le cas de Beersheva ce matin. Ouais. Et des centaines de blessés. Mais il y a une grande différence. Vous savez, effectivement, les civils sont ceux qui sont touchés. Mais il y a une grande différence entre la façon, le modus operandi israélien. C'est-à-dire, nous attaquons des infrastructures militaires, nucléaires, balistiques et du gouvernement. Et en essayant de faire en sorte de ne pas toucher les civils. Par contre, ce qu'ont fait le régime iranien, c'est d'attaquer spécifiquement les civils. Aucun soldat n'a été touché, aucun employé du gouvernement n'a été touché par les frappes iraniennes. Sur l'hôpital qui a été touché, l'Iran dit avoir voulu frapper un centre de commandement des renseignements. Non, c'est n'importe quoi. C'est un hôpital. Surtout là, c'était le centre pédiatrique de l'hôpital. C'est vraiment n'importe quoi. Ils essayaient de tuer le plus de possible d'Israéliens, de civils, afin, j'imagine, de créer une certaine pression. Ne comprenant pas du tout la résilience du peuple israélien et le fait que tout le peuple israélien a été uni pour combattre cette menace qui est au-dessus de nos têtes depuis la Révolution. Alors, depuis la révolution islamique de 1979 à laquelle vous faites référence, les objectifs sont atteints, dit le gouvernement israélien. Quels sont-ils? Rappelez-les-nous ce soir. Il y avait 2 objectifs. Le premier objectif, c'était détruire les capacités iraniennes de produire une arme nucléaire. À tous les éléments. Que ce soit l'enrichissement, que ce soit l'armement même, que ce soit le développement de l'arme nucléaire. C'est pour ça que nous avons touché aussi, nous avons éliminé des scientifiques qui produisaient, qui travaillaient sur la production d'une arme de destruction massive, l'arme nucléaire. C'était le premier but. Et le second but était détruire les capacités balistiques iraniennes, parce que nous avons vu une certaine partie des capacités balistiques, il faut dire, celles qui peuvent arriver jusqu'à notre pays. Il y a quand même une distance de 1200 km entre l'Iran et Israël. Et donc, nous avons détruit les capacités balistiques qui avaient de longue portée. Donc ces objectifs sont atteints. Donald Trump, le président des États-Unis, dit aujourd'hui qu'il ne veut pas d'un changement de régime à Téhéran. Cela créerait, selon lui, le chaos. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël a pour but, oui ou non, de changer le pouvoir en place à Téhéran? Ça n'a jamais été un but israélien. Il faut dire de façon très claire. S'il y avait un changement de régime, ce serait très bien pour Israël, ce serait très bien pour les Iraniens et ce serait très bien pour la région. Mais ça n'a jamais été un but israélien. C'est simplement quelque chose qui aurait pu arriver si le peuple iranien s'était révolté, si la communauté internationale avait encouragé le peuple iranien de le faire. Ce n'était pas un but israélien de faire tomber ce régime. Alors on a compris les objectifs atteints selon vous, que vous avez cités, monsieur l'ambassadeur, mais est-ce que ça valait vraiment le coup d'en arriver jusque-là quand on sait que la CIA y compris dit qu'il n'y avait pas de preuve d'une acquisition imminente de l'arme nucléaire? Le patron de l'AIEA aussi, vous le savez, Raphaël Grossi, l'Agence internationale de l'énergie atomique, dit la même chose. Non, il faut bien comprendre la langue de l'AIEA, parce qu'il y a une langue spéciale, l'AIEA. Ce qu'il disait, c'est qu'il n'est pas capable de dire qu'il y avait un programme militaire nucléaire. Il y a une grande différence. Effectivement, ce qu'il dit, on n'est pas capable de dire aujourd'hui. Voilà. Ce qui n'est pas, il n'y a pas de. Mais les renseignements américains disent par exemple que l'ayatollah Khamenei n'a pas donné l'ordre et qu'il a abandonné ce programme en 2003. Alors,
sans rentrer, c'est une discussion que je ne peux pas avoir sur les ondes, mais je m'occupais de ce dossier, c'était mon dossier, disons, avant d'être ambassadeur d'Israël en France. Je peux vous dire que je pense qu'il n'y a pas de différence dans l'analyse des renseignements entre nous et les Américains. Mais vous ne pensez pas que si Donald Trump n'était pas sorti de l'accord en 2015, alors on revient à il y a 10 ans, mais on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui? L'Iran avait joué le jeu. Non, c'était en 2018 qu'il est sorti de l'accord, premièrement. Secondo, oui, l'accord signé en 2015 à Vienne. C'est l'accord de 2015. Non, parce que vous savez que l'Iran, déjà en 2016, commençait à produire des centrifugeuses en violation totale de cet accord. Et non seulement, mais l'accord de 2015 a été construit sur un mensonge. Parce que l'accord de 2015 a été construit sur l'idée que l'Iran n'avait jamais eu de programme nucléaire militaire. Et quand en 2018, nous avons emprunté l'archive nucléaire iranienne de Téhéran, que nous avons aujourd'hui chez nous, et que nous avons présenté aux Américains, et que nous avons présenté à d'autres gouvernements, ils ont tous compris que cet accord avait été créé sur un mensonge. Donc certains ont réagi d'une certaine manière, disant « Oh, ça fait rien ». D'autres ont dit, comme le président Trump, cet accord ne vaut rien. Alors, 2 questions pour élargir sur la région. Alors d'abord, Donald Trump, votre allié, a déclaré aujourd'hui, on sait qu'il fait beaucoup de déclarations en effet, parfois intempestives, le président des États-Unis, mais tout de même, Israël doit vraiment se calmer, dit-il. Que répondez-vous et à quoi fait-il allusion selon vous? Ce n'est pas à moi à répondre au président des États-Unis. Ça veut dire calmer le jeu dans la région, peut-être? Non, franchement, ce n'est pas à moi de répondre au président des États-Unis. Pour ça, j'ai un Premier ministre. Oui. Monsieur Netanyahu lui parle directement. C'est vraiment pas à moi de répondre au président. Il y a dans la région, vous le savez, des pays qui ont signé un traité qui s'appelle les accords d'Abraham avec Israël de normalisation. On peut citer Bahreïn, on peut citer les Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite, il y a eu des progrès, notamment en matière d'aviation, sur le survol de l'espace aérien saoudien. Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec ce conflit, alors que les monarchies du Golfe n'étaient pas forcément des grands alliés de l'Iran, et qui ont d'ailleurs condamné l'offensive israélienne, est-ce que vous ne craignez pas que les opinions publiques, ou en tout cas que tout cela soit un frein à cette normalisation entre Israël et les pays arabes de la région? Vous savez, j'ai vécu dans le Golfe pendant 2 ans, avant les accords d'Abraham. Je m'occupais justement... Où ça? Au Bahreïn. Ouais. Je m'occupais de créer les relations avec ce pays. Ce que je peux vous dire, c'est de façon très claire, c'est que la population des pays du Golfe remercie Israël aujourd'hui, parce que la plus grande menace qu'il y a contre la stabilité des pays du Golfe, c'est l'Iran. Alors, on va juste parler de Gaza. Vous allez rester avec nous, monsieur l'ambassadeur, juste pour vous montrer la dernière actualité à Gaza. Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, appelle maintenant à faire un cessez-le-feu à Gaza. On sait qu'il y avait une unanimité en Israël dans la classe politique sur cette guerre contre l'Iran. Pas concernant Gaza, il appelle au retour des otages notamment et à conclure un cessez-le-feu donc dans ce territoire palestinien avec le Hamas. Mais ces dernières heures, vous le savez sans doute, il y a encore eu de nombreuses victimes palestiniennes, 46 au total, lors de la distribution d'aide humanitaire. On va regarder ces images et ce commentaire signé Philippine de Clermont-Tonnerre et vous réagirez juste après. À la morgue de l'hôpital Al-Shifa de Gaza, ces Palestiniens font un dernier adieu à leurs proches. Dans la nuit de lundi à mardi, une distribution de nourriture aurait de nouveau viré au carnage dans l'enclave palestinienne. J'allais apporter de la nourriture à ma famille, à mes frères et sœurs. Nous avons été blessés, il y avait beaucoup de feu. C'est difficile, très difficile. C'est de la nourriture qui a le goût du sang. Selon la défense civile gazaoui, 21 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées. Toutes se trouvaient à proximité d'un des 4 centres d'aide mis en place par les États-Unis et Israël. Scène similaire un peu plus tard, cette fois-ci à Khan Younes, à l'autre bout de l'enclave. Ici, on dénombre 25 morts. D'après les secours palestiniens, eux aussi tentaient d'atteindre un point de distribution de nourriture à Rafah dans le sud, avant d'essuyer les tirs israéliens. Chaque jour, nous sommes confrontés à ce scénario, des martyrs, des blessés et un bilan insupportable. J'appelle tous les citoyens à ne pas se rendre dans les centres d'aide. Mis à l'écart, l'ONU accuse depuis des semaines Israël d'instrumentaliser l'aide humanitaire à des fins militaires. Le prétendu mécanisme d'aide récemment créé est une abomination qui humilie et dégrade des personnes désespérées. C'est un piège mortel qui coûte plus de vies qu'il n'en sauve. Depuis fin mai, plus de 500 personnes ont été tuées et plus de 3000 blessés dans les mêmes circonstances.
Voilà, monsieur l'ambassadeur. D'abord, à l'instant, il y a une information qui nous parvient. La France condamne les tirs près des distributions d'aide humanitaire, notamment celle qui a fait 21 victimes palestiniennes. Que répondez-vous et que se passe-t-il au juste? Alors, vous avez montré d'abord, vous avez cité la défense civile de Gaza. Il faut dire que la défense civile de Gaza, c'est le Hamas. Et nous l'avons prouvé, nous avons présenté les preuves à ce sujet au monde entier, et bien sûr au gouvernement français, mais à d'autres. Secondo, c'est ces défenses civiles qui est le Hamas qui donne ces chiffres, ce qui est pas obligatoirement vrai. Je voudrais commencer quand même. Ce qui se passe à Gaza est terrible. Ce n'est pas quelque chose que nous avons choisi. Ce n'est pas une guerre que nous avons choisie. C'est une guerre qui nous a été imposée. Mais quand on parle justement de la distribution de l'aide humanitaire, vous savez que l'aide humanitaire avait été utilisée pendant 2025 par Hamas pour s'enrichir. Et ils s'étaient enrichis. Ils avaient réussi à vendre l'aide humanitaire au lieu de la distribuer aux Gazaouis. C'est pour ça que... Vous ne pas avec des groupes mafieux qui, le Hamas dit justement, qui parfois sont protégés par Israël pour détourner l'aide. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le Hamas distribué, ils ont reçu, c'est des renseignements que nous avons très clairs, ils ont réussi à s'enrichir, à gagner 500 millions de dollars en 2024, en sachant que l'Iran donnait au Hamas à peu près 800 millions de dollars par an avant cela. Alors, c'est le premier point. Secondo, c'est le Hamas qui tire sur les Gazaouis qui veulent aller prendre l'aide humanitaire. Et ça, on le sait, on l'a prouvé aussi avec des films. Avec des vidéos. Sur les distributions d'aide, vous nous dites? Sur les distributions d'aide, oui. Alors, je ne sais pas. Là, l'événement qui a eu lieu hier, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je sais que c'est vérifié par l'armée. Si c'est une erreur israélienne, elle va être prise en cas. Alors, sur Yair Lapid, le chef de l'opposition, le chancelier Friedrich Merz, chancelier allemand, qui est l'un des principaux alliés sur la scène internationale d'Israël, donc, sur cet appel ce soir, ils disent les deux, c'est quasiment les mêmes mots. Voilà, maintenant, désormais, cessez le feu à Gaza. Quelle est votre position? La libération de nos otages immédiatement mènera au cessez-le-feu immédiat de la guerre à Gaza. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Joshua Zarka, d'être venu sur notre plateau dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci à vous.